Gentry Maddox s'engagea avec son pick-up sur le chemin de gravier qui menait à la maison de son frère décédé. 2 mois s'étaient écoulés depuis les funérailles de Thorne, et la chaleur du Tennessee faisait scintiller tout comme un mauvais rêve. La ferme paraissait plus petite que dans ses souvenirs. La peinture s'écaillait des volets, les mauvaises herbes étouffaient les parterres de fleurs que Thorne avait l'habitude de teinter. Il se gara près de la boîte aux lettres rouillées et coupa le moteur. Le silence lui serrait les oreilles. Pas d'enfants qui jouaient dans le jardin. Pas de rire d'épines provenant de l'atelier. Juste le bourdonnement des cigales et le poids des affaires inachevées. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'il puisse frapper. Savina se tenait sur le seuil, ses cheveux blonds tirés en arrière, vêtue d'une robe noire qui paraissait trop chère pour une veuve endeuillée dans la campagne du Tennessee. Son maquillage était parfait. Pas une trace de larmes ni de nuit blanche. Gentry. Sa voix était sans chaleur. Tu aurais pu appeler avant. J'ai appelé 3 fois. Il sortit sur le porche, remarquant qu'elle ne s'écartait pas pour le laisser entrer. Il laissa aussi des messages. J'étais occupé avec les préparatifs. Les papiers d'assurance. Tu sais comment c'est. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule vers la route, comme pour vérifier si quelqu'un d'autre était avec lui. Qu'il savait exactement comment c'était. Savannah avait toujours été prompte à compter l'argent, surtout quand ce n'était pas le sien. Même aux funérailles, elle avait passé plus de temps à parler à l'expert en assurance qu'à réconforter ses filles. Pendant que d'autres membres de la famille partageaient des souvenirs de Thorne, elle était restée sur le parking à discuter des procédures de réclamation et des délais d'indemnisation. Assez occupée pour ignorer sa famille, dit Gentry, scrutant son visage à la recherche d'un signe de chagrin sincère. Il n'en vit aucun. Je suis là pour les outils de Thorne. On en a parlé à la cérémonie. Vraiment? Elle pencha la tête, faisant l'idiote. Je ne me souviens pas de cette conversation. Peut-être que ton chagrin t'a fait oublier. Gentry garda une voix égale, mais ses poings se serrèrent à ses côtés. Thorne m'a promis son ensemble de menuiseries quand il en aurait fini. Je suppose qu'il a fini maintenant. La bouche de Savina se crispa, la première fissure dans son air calme. Ces outils ont de la valeur, ils font partie du domaine. Je ne peux pas donner des biens qui appartiennent aux filles maintenant. C'est drôle comme on s'inquiète soudainement de ce qui leur appartient. Gentry sortit son téléphone. Thor et moi nous sommes serrés la main dessus il y a 3 ans, devant témoins. Pete Morrison était là. Bill Crawford de la quincaillerie aussi. Je peux les appeler si tu as besoin de quelqu'un pour te rafraîchir la mémoire. La menace a fonctionné. Savina savait que Pete et Bill se souviendraient de la conversation et elle ne voulait pas que des témoins remettent en question sa version des faits. Elle recula, son sang-froid se brisant juste assez pour laisser transparaître le calcul sous-jacent. D'accord, prends ce que tu veux dans la grange, mais n'allez nulle part ailleurs sur la propriété, et n'y consacrez pas toute la journée. J'ai des choses à faire. Quel genre de choses, demanda Gentry, sincèrement curieux de savoir ce qui occupait une jeune veuve alors qu'elle devrait être en deuil. Ça ne te regarde pas. La voix de Savina s'aiguisa. Thorne est parti. Gentry, c'est ma maison maintenant, ma famille maintenant. Ma responsabilité maintenant. Plus tôt tu l'accepteras, mieux nous nous porterons tous. Gentry hocha la tête et se dirigea vers la grange, sentant ses yeux lui brûler le dos. Le gravier crissait sous ses bottes, chaque pas l'éloignant de la maison et le plongeant dans des souvenirs de jours meilleurs. Lui et Thorne avaient construit cette grange ensemble lorsqu'ils étaient adolescents, travaillant côte à côte, tandis que leur père hurlait des instructions depuis le porche. La porte de la grange était pendue de travers sur ses gonds. À l'intérieur, des particules de poussière dansaient dans la lumière de l'après-midi. L'établi de Thorne était exactement là où il avait toujours été, mais quelque chose clochait. Les outils étaient éparpillés, pas disposés comme Thorne le préférait. Les tiroirs étaient ouverts. Quelqu'un avait tout fouillé. Tu cherchais quelque chose de précis, Savina? Il marmonna, passant ses doigts sur l'établi, qu'il avait trouvé ce qu'il était venu chercher dans le tiroir du bas. Le jeu de ciseaux sculpté à la main de Thorne, enveloppé dans une vieille serviette. Leur grand-père avait fabriqué ces outils et Thorne les avait promis à Gentry avant de fonder sa propre famille. Devant Savina, alors qu'il chargeait ses outils dans son camion, un mouvement attira son attention. Un rideau trembla à une fenêtre de l'étage. Quelqu'un l'observait, mais lorsqu'il regarda directement la fenêtre, elle s'immobilisa. La maison semblait étrange, comme si quelque chose de toxique se développait à l'intérieur,
si bien qu'il frappa à nouveau à la porte d'entrée. Cette fois, Savina mit plus de temps à répondre. Et lorsqu'elle le fit, son visage était rouge et sa respiration légèrement accélérée, comme si elle s'était précipitée à l'intérieur. « Quoi » s'exclama-t-elle. « Où sont les filles » demanda-t-il. « Quelles filles ?»« Vos filles. Anne Ainsley et Lyric. Mes nièces. » Gentry s'approcha de la porte, essayant de voir derrière elle à l'intérieur de la maison. « Je ne les ai pas vues depuis les funérailles. » La mâchoire de Savannah se serra et elle changea de position pour lui cacher complètement la vue. « Lyric est chez une amie. Depuis des semaines. Les adolescents, vous savez comment ils sont. Ils ne supportent pas la présence de leur famille quand les choses deviennent émotionnelles. Et Anne Ainsley, le silence était trop long. Juste quelques secondes. Mais assez longtemps pour confirmer les soupçons de Gentry, quelque chose n'allait pas du tout. Anne Ainsley s'est enfuie environ 3 semaines après les funérailles. Elle a probablement quitté la ville avec un garçon. Vous savez comment les filles de cet âge peuvent être. Elle a 13 ans, presque 14. Les filles mûrissent vite de nos jours. Savina haussa les épaules comme si elle parlait de la météo. J'ai signalé une disparition, mais vous savez comment sont les adolescentes. Elle reviendra quand elle aura faim. Gentry examina attentivement son visage. Pas de larmes, pas de rides d'inquiétude, pas d'angoisse maternelle, pas d'inquiétude de belle-mère, juste un calcul froid et une irritation à peine dissimulée. Comme si parler d'un enfant disparu était un inconvénient plutôt qu'une tragédie. Avez-vous vérifié auprès de ses amis, de ses professeurs, des endroits où elle aime traîner? Bien sûr que oui. Je ne. Devenu blanc à la lecture du verdict. Meurtre au premier degré, maltraitance des enfants, faux emprisonnement, fraude à l'assurance, obstruction de la justice, tentative de vol pour éviter les poursuites. Au cours de la phase de détermination de la peine 3 semaines plus tard, Anne Ainsley et Lyric ont lu des déclarations d'impact sur les victimes qui ont démontré comment les crimes de Savina avaient affecté leur vie bien au-delà des dommages physiques et émotionnels immédiats. Ces déclarations servent un objectif important dans le processus juridique, aidant le juge à comprendre la pleine portée des préjudices causés par les actions de l'accusé. Anne Ainsley a parlé en premier, sa voix plus forte maintenant après des mois de thérapie et la sécurité de savoir que son agresseur ne pourrait plus jamais la blesser. Elle a décrit les cauchemars qui l'ont encore réveillée la nuit, les attaques de panique qui ont frappé sans avertissement, et les problèmes de confiance qui la suivraient probablement pour les années à venir. Avant que cela ne se produise, je me sentais en sécurité dans ma propre maison. Anne Ainsley a lu sa déclaration préparée. J'avais l'habitude de croire que les adultes étaient là pour protéger les enfants, pas les blesser. Je pensais que la famille signifiait l'amour et la sécurité. L'accusé m'a volé tout ça. Elle a volé mon enfance, mon sentiment de sécurité et ma foi dans la bonté des gens. Une déclaration lyrique s'est concentrée sur la culpabilité et la honte qu'elle a portée de rester silencieuse pendant que sa sœur souffrait. Émotions qui ont nécessité une thérapie continue pour traiter et surmonter. Ces mots ont illustré comment les crimes de Savina avaient créé plusieurs victimes, étendant les dommages bien au-delà des cibles immédiates de sa violence. L'accusé m'a forcé à choisir entre me protéger et protéger ma sœur. Lyric a témoigné, elle m'a rendu complice du meurtre de mon père et de la torture de ma sœur en me menaçant de me faire du mal si je disais la vérité. Je dois vivre avec le fait que j'ai choisi ma propre sécurité sur le bien-être de ma sœur. Et ce choix me hantera pour le reste de ma vie. Les membres. Mais la condamnation ferme qui reflète à la fois la gravité des crimes et l'impact sur les victimes. Alors qu'elle se préparait à annoncer la phrase de Savina, elle s'est adressée à la défenderesse directement avec des mots qui seraient cités dans des reportages pendant des mois après. Madame Maddox, vous avez été condamnée par un jury de vos pairs de certains des crimes les plus odieux qui peuvent être commis contre les membres de la famille. Vous avez assassiné votre mari dans du sang-froid pour de l'argent. Vous avez torturé un enfant pour couvrir votre crime. Vous n'avez montré aucun remords, aucune humanité, aucune reconnaissance du mal que vous avez infligé aux innocents. Le juge s'est arrêté, consultant ses notes avant de continuer avec l'annonce officielle de la détermination de la peine. Vous avez été reconnu coupable de meurtre au premier degré, qui entraîne une peine d'emprisonnement à perpétuité. Vous avez été reconnu coupable de maltraitance des enfants aggravée et de faux emprisonnement, qui comporte des peines supplémentaires de 20 ans chacune. Vous avez été reconnu coupable d'obstruction à la justice et à la fraude à l'assurance, qui comporte des peines supplémentaires de 5 ans chacune. La juge Harrison a examiné directement Savina alors qu'elle a livré le calcul final.
Je vous condamne par la présente à 38 ans dans le système pénitentiaire d'État du Tennessee sans possibilité de libération conditionnelle pendant 25 ans. Cela signifie que vous allez soyez éligible à une considération de libération conditionnelle à 67 ans, en supposant que vous vivez aussi longtemps et démontrez une véritable réhabilitation, ce qui semble peu probable compte tenu de votre manque total de remords. Le gavel est tombé avec un son qui semblait faire écho à la salle d'audience comme une dernière marque de ponctuation sur 2 ans d'enquête, de poursuite et de poursuite de la justice. Le visage de Savina est resté impassible lorsque la phrase a été annoncée, ne montrant ni surprise ni émotion. Comme si elle s'attendait à ce résultat depuis le début, alors que les officiers judiciaires conduisaient Savina dans une manille pour la dernière fois, Gentry sentit quelque chose se libérer dans sa poitrine qu'il n'avait pas réalisé qu'il avait tenu. La poursuite systématique de la justice qui a consommé sa vie pendant 2 ans a finalement été terminée. Savina passerait le reste de sa vie adulte productive en prison. Et au moment où elle est devenue éligible à la libération conditionnelle, elle serait une femme âgée sans rien d'autre que le souvenir de ses crimes et leurs conséquences. 2 ans après la fin du procès, Gentry se tenait dans son arrière-cour en regardant un Ainsley et lyrique plan, un potager où les haricots et les tomates poussaient et soignaient. Rose ordonnée au cours de l'été prochain. Le Léfy avait soigneusement choisi l'emplacement après avoir étudié les modèles de soleil et les conditions du sol, en sélectionnant un endroit avec beaucoup de lumière naturelle et une terre riche qui soutiendrait une croissance saine à mesure que les saisons ont changé. La transformation des 2 filles au cours de la dernière année avait été remarquable à être témoin. Henley avait augmenté de 4 ans et gagné 30 livres. Son corps se remettait enfin de la malnutrition et du stress qui ont ralenti son développement pendant l'emprisonnement. Ses cheveux étaient propres et brillants maintenant, généralement tirés en queue de cheval qui se balançait lorsqu'elle rit. Plus important encore, le regard creux dans ses yeux avait été remplacé par quelque chose de plus brillant et plus optimiste. Bien que Gentry savait que le processus de guérison complet prendrait de nombreuses années de thérapie et de soutien aux patients. Le thérapeute affirme que le jardinage aide les survivants en traumatologie à ressentir en contrôle de leur environnement. Henley a expliqué en mesurant soigneusement l'espacement entre les semis de tomates. Lorsque vous plantez quelque chose et que vous vous en occupez et que vous le regardez grandir, cela prouve que de bonnes choses peuvent se produire lorsque vous travaillez dur et n'abandonnez pas. Elle avait obtenu son diplôme valedictorien de sa classe de lycée malgré le chaos et le traumatisme des 2 années précédentes, gagnant un académique complet bourse à l'université Vanderbilt où elle prévoyait d'étudier le travail social avec une spécialisation dans les services de protection de l'enfance. Son objectif était d'aider d'autres enfants qui se sont retrouvés piégés dans des situations familiales dangereuses en utilisant sa propre expérience pour reconnaître les signes avant-coureurs et fournir une intervention efficace. Je veux être la personne qui se présente quand un enfant est enfermé dans un hangar, a-t-elle déclaré au comité des bourses lors de son entretien. Je veux être l'adulte qui écoute et croit et prend des mesures parce que je sais ce que ça fait quand personne ne vient de vous chercher. Les documents de garde avaient évolué dans le système des tribunaux de la famille avec une efficacité surprenante une fois que les services sociaux ont documenté toute l'étendue des abus de Savina et la préférence de la fille pour vivre avec leur oncle. Aucun autre membre de la famille ne s'était avancé pour défier la pétition de Gentry pour la tutelle. Et le juge avait été impressionné par son engagement à assurer la stabilité et le soutien aux 2 adolescents. Oncle Gentry à Ainsley a appelé de l'autre côté de la cour. Sa voix portant facilement dans l'air du soir. Pouvons-nous planter des fraises ici l'année prochaine? Lyric dit qu'ils sont plus faciles à cultiver que les gens ne le pensent. Bien sûr, chérie. Plantez tout ce qui vous rend heureux. La maison ressentit plein maintenant d'une manière qui n'avait rien à voir avec les meubles ou les biens. Les œuvres d'art d'Henley ont couvert le réfrigérateur et les paroles des manuels des collèges ont occupé toutes les surfaces disponibles dans le salon. Les sons de la vie adolescente normale. Musique des chambres, conversations téléphoniques avec des amis, arguments sur le tour de faire des espaces remplis de plats qui restent silencieux depuis trop longtemps. Le juge Hollis Claiborne avait été condamné pour des accusations de corruption fédérale 6 mois après le procès de Savina, recevant une peine de 8 ans de prison fédérale. Sa pension judiciaire avait été révoquée par le système de retraite de l'État, et son nom avait été retiré de la plaque du palais de justice qui avait honoré les juges locaux qui ont servi avec distinction. L'enquête sur ces pratiques de corruption avait révélé un réseau de pots de vin, de faveurs et de gains politiques qui remontent à plus d'une décennie. Marcus Webb purgeait 12 ans dans la prison fédérale pour complot, corruption et évasion fiscale liée à son empire immobilier. Son entreprise avait été dissoute pour payer une restitution aux dizaines de personnes qu'il a trompées au fil des ans et sa femme avait divorcé tout en gardant la garde de leurs enfants. La chute de Webb avait été aussi complète et systématique que Gentry l'avait espéré quand il a commencé à construire l'affaire contre Savina.
Le hangar de jardin où Anne Insley avait été emprisonnée n'était rien d'autre qu'un souvenir maintenant réduit en cendres et en métal torsadé dans une brûlure contrôlée que Gentry avait menée 8 mois après le procès. Il avait trempé le cadre en bois avec de l'essence, puis se tenait avec les deux filles alors qu'elles regardaient les flammes consommer la structure qui avait représenté tant de douleur et de peur. Lorsque le feu avait brûlé en braise brillante, il a pris le cadenas qui avait gardé ses genoux enchaînés comme un animal et l'avait jeté au cœur de l'incendie. Le métal avait brillé sur le rouge avant de fondre finalement dans une bosse méconnaissable qui s'est refroidie dans l'infraction. Debout dans son arrière-cour maintenant, regardant deux jeunes femmes fortes construire quelque chose de beau et d'espoir des cendres de leur vieille vie, Gentry ressentait un profond sentiment de paix qui était absent de son monde depuis des années. La poursuite systématique de la justice avait exigé de la patience, de la détermination et un engagement inébranlable envers la vérité plutôt que la commodité. Mais voir Anne Insley rire de quelque chose que les paroles ont dit, voir ils travaillent ensemble pour créer une nouvelle vie à partir d'un sol riche, il savait que chaque moment difficile en valait la peine. La justice ne visait pas seulement à envoyer des criminels en prison. Il avait appris qu'il s'agissait de créer un espace pour la guérison, la croissance et la possibilité de bonheur après un traumatisme. Il s'agissait de prouver aux survivants que leur douleur importait, leur vérité était crue et que leur avenir valait la peine d'être protégé. La brise du soir apportait l'odeur de la terre fraîche et des choses qui poussent à travers la cour. Quelque part au loin, un voisin faisait griller un dîner et les enfants jouaient dans un parc voisin. Des sons normaux de la vie normale dans un monde normal où les bonnes personnes étaient plus nombreuses que les mauvaises. Où la justice était possible quand quelqu'un se souciait suffisamment de se battre pour cela. Personne ne cache mon sang et s'éloigne librement. Dit doucement Gentry, les mots portant le vent comme une promesse tenaient et une dette s'est réglée en entier. L'enquête était terminée. Le procès a été terminé. Les peines avaient été purgées, mais la guérison se poursuivrait pour les années à venir. Et Gentry serait là pour chaque étape de ce voyage, aidant deux jeunes femmes remarquables à construire des vies dignes de leur force et de leur courage. Quelques histoires finirent par la vengeance. Celui-ci s'est terminé avec quelque chose de mieux. L'espoir, la guérison et la satisfaction tranquille de la justice ont servi exactement comme ils devraient. Suis pas stupide. La voix de Savina s'est durcie, sur la défensive. La police a dit que la plupart des fugueurs rentrent chez eux dans la semaine. Cela fait plus longtemps que ça, alors elle est probablement passée à autre chose. Peut-être qu'elle est allée à Nashville ou Atlanta. Peut-être qu'elle a trouvé un garçon plus âgé avec une voiture et de l'argent. Des choses plus importantes. Gentry répéta lentement les mots, goûtant leur insensibilité. C'est comme ça qu'on parle de sa fille disparue. Ma belle-fille disparue, corrigea Savina avec insistance. Et je n'ai pas besoin de conseils parentaux de la part d'un homme qui n'a jamais eu d'enfant. Tu ne comprends pas ce que c'est que d'avoir affaire à un adolescent perturbé qui déteste l'autorité et invente des histoires pour attirer l'attention. Les mots firent mouche, mais Gentry ne broncha pas. Il avait appris depuis longtemps à ne pas montrer ses faiblesses à Savina. Je veux voir ce rapport de police. Je ne pense pas que ça te regarde. Anne Insley est la fille de mon frère. Ça me regarde. Savina s'approcha et il sentit son parfum mêlé à autre chose. Quelque chose de chimique et d'agressif. Ton frère est mort. Gentry, c'est ma maison maintenant. Ma famille maintenant. Ma responsabilité maintenant. Tu as pris tes outils. Il est temps de partir. Elle commença à fermer la porte, mais Gentry posa sa botte contre le chambranle. Si tu as des nouvelles à Anne Insley, tu m'appelles immédiatement, et si je ne le fais pas, je commencerai à te poser des questions auxquelles tu n'auras pas envie de répondre. Savina sourit, mais il ne le vit jamais. Est-ce une menace? C'est une promesse. Gentry se rendit au motel 6 en ville et s'installa dans une chambre qui sentait le désinfectant et les rêves brisés. Il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que Savina mentait à propos d'Anne Insley. Mais il avait besoin de preuves avant de pouvoir agir. Qu'il avait essayé d'appeler le commissariat local, mais que le sergent de service lui avait dit la même chose que Savina. Une adolescente fugueuse se dirigeait probablement vers Nashville ou Atlanta. Généralement, ces choses-là s'arrangent d'elles-mêmes. La mère semblait-elle inquiète lorsqu'elle a déposé plainte, demanda Gentry. Je ne peux pas vraiment commenter les affaires en cours, monsieur. Cela fait 3 semaines. Comment se fait-il que ce soit encore en cours? Monsieur, je ne peux vraiment pas. Gentry raccrocha. La police d'une petite ville protège les secrets d'une petite ville. Il avait déjà vu ça. Il essaya d'appeler le commissariat local,
mais le sergent de service lui dit la même chose, Savina. L'adolescent fugueur se dirigeait probablement vers Nashville ou Atlanta. Ces choses-là s'arrangent généralement d'elles-mêmes. Le ton de l'agent suggérait qu'il avait déjà eu cette conversation à de nombreuses reprises et qu'il n'avait pas particulièrement envie de la ressasser. La mère semblait-elle inquiète lorsqu'elle a déposé le rapport? Gentry a demandé, « Je ne peux pas vraiment commenter les affaires en cours, monsieur. Les règles de confidentialité, vous comprenez. Cela fait 3 semaines. Comment se fait-il que cela soit toujours en cours? Monsieur, je ne peux vraiment pas discuter des détails d'une enquête en cours. Gentry raccrocha, frustré par le silence bureaucratique. La police d'une petite ville protégeant les secrets d'une petite ville. Il l'avait déjà vu pendant son service militaire. La façon dont les autorités locales serrent les rangs lorsque des étrangers commencent à poser des questions gênantes, mais il passa la soirée garé en face de la maison de Thorne, à la recherche des filles avec des jumelles. Les lumières s'allumaient et s'éteignaient dans différentes pièces, mais il ne vit personne aux fenêtres. La maison semblait occupée et pourtant vide en même temps, comme un décor de théâtre attendant des acteurs qui ne sont jamais venus. À 11 heures. Un SUV noir s'engagea dans l'allée. Un homme en sortit, grand et large d'épaules. Certainement pas le petit ami adolescent de Lyric. L'homme se dirigea droit vers la porte d'entrée sans frapper, se déplaçant avec l'assurance de quelqu'un qui a sa place ici. Savina le laissa entrer immédiatement, son langage corporel suggérant une familiarité et une intimité plutôt qu'une simple amitié. Gentry prit des photos avec l'appareil photo de son téléphone, zoomant. Il y avait une plaque d'immatriculation. Les images étaient granuleuses dans l'obscurité, mais il distinguait la plupart des chiffres et des lettres. Des plaques du Tennessee, mais pas du comté local. Quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un avec de l'argent, à en juger par le véhicule. À minuit, l'homme partit. Gentry attendit 1 heure de plus, guettant toute autre activité, puis retourna au motel. Il avait plus de questions qu'au départ, et toutes pointaient vers Savina, qui cachait de dangereux secrets. Le lendemain matin, il retourna à la maison. Cette fois, la voiture de Savina n'était pas dans l'allée. Une occasion idéale pour regarder autour de lui sans être dérangé, il se gara au bout de la route et retourna à travers les bois, caché parmi les pins. La maison paraissait différente à la lumière du jour, plus petite et plus délabrée. L'abri de jardin derrière la maison attira son attention. Il avait un nouveau cadenas sur la porte, un cadenas argenté brillant qui ferait l'affaire. En s'approchant, il entendit quelque chose qui lui glaça le sang. Des aboiements frénétiques, désespérés, venant de l'intérieur de la maison. L'ancien de Scout Thorne. Chien de chasse. Gentry avait supposé que Savina s'était débarrassée du chien après la mort de Thorne. Elle n'avait jamais aimé les animaux. Il disait qu'ils étaient sales, bon marché, mais leur éclaireur aboyait comme si sa vie en dépendait. Les aboiements n'étaient pas aléatoires. Ils venaient par rafale, toujours dirigés vers la remise. Scout essayait de lui dire quelque chose. Gentry s'approcha lentement de la maison, guettant le moindre signe du retour de Savina. Les fenêtres restaient obscures. Il entendait Scout gratter quelque chose, probablement la porte de derrière. Les aboiements s'intensifièrent à mesure qu'il approchait de la remise. Quoi que Scout essayait de dire, cela avait un rapport avec ce bâtiment fermé à clé. Gentry examina le cadenas. Tout neuf, cher, le genre qu'on utilise quand on ne veut vraiment pas que quelqu'un entre. Il sortit son canif et travailla sur le mécanisme de la serrure, mais il était trop solide pour des outils improvisés. Point. Les aboiements des éclaireurs atteignirent leur paroxysme. D'accord, mon garçon. Je t'entends. Gentry retourna à son camion et sortit un pied de biche de sa boîte à outils. Si Savina voulait porter plainte pour effraction, qu'elle le fasse. Elle essaya d'expliquer pourquoi elle avait besoin d'une serrure de qualité militaire pour un abri de jardin. La serrure tenait, mais pas le cadre en bois. De la porte. Dans un craquement sec, la porte s'ouvrit. L'odeur le frappa en premier. Des excréments humains, de la peur et autre chose qu'il ne parvint pas à identifier immédiatement. Puis ses yeux s'habituèrent à la faible lumière filtrant à travers les fissures des murs en bois, et il la vit. Anne Insley. Sa nièce de 13 ans était assise dans un coin de l'abri, enchaînée à un poteau métallique profondément enfoncé dans le sol en terre battue. Ses cheveux pendaient en touffes emmêlées autour de son visage, gras et sale depuis des semaines. Ses vêtements étaient déchirés et sales, pendaient librement sur un cadre aminci par la malnutrition.
Ses pieds étaient nus et couverts de coupures et d'échymoses causées par le parquet rugueux. Mais ce furent ses yeux qui faillirent le briser. Des yeux creux et hantés qui en avaient trop vu et nourrissaient trop peu d'espoir. Elle leva les yeux vers lui avec l'expression d'un animal en cage qui avait appris à ne pas espérer de secours. « Ne lui dis pas, je suis en vie », murmura-t-elle d'une voix à peine audible et rauque à cause de la déshydratation. Les mains de Gentry tremblaient lorsqu'il sortit son téléphone. Il avait besoin de photos, de vidéos, de preuves qui tiendraient la route devant le tribunal et enverraient Savina en prison pour le restant de ses jours. Mais d'abord, il devait sortir Anne Insley de cet enfer et la mettre en sécurité. « Chérie, c'est oncle Gentry. Je vais te sortir d'ici tout de suite. » Elle tressaillit lorsqu'il s'approcha d'elle, se recroquevillant plus profondément dans le coin comme si elle s'attendait à être frappée. Ce mouvement révéla davantage son état. Des brûlures de corde autour de son poignet, là où elle avait été attachée. Des bleus sur ses bras à divers stades de guérison. Des ongles arrachés jusqu'au vif à force de se débattre pour se libérer. Elle disait que tu ne viendrais pas me voir. Que personne ne se souciait assez de moi pour me chercher. La voix d'Anley exprimait des années d'abandon et de résignation. Elle disait que je n'étais qu'un fardeau dont tout le monde voulait se débarrasser. Eh bien, elle avait tort sur chaque mot. Gentry s'agenouilla. Il descendit lentement, avançant comme s'il s'approchait d'un cerf blessé. Je suis là maintenant et je ne partirai pas sans toi. Jamais. La chaîne autour de sa cheville était fixée avec un autre cadenas. Celui-ci est plus petit, mais tout aussi solide que celui de la porte. Gentry utilisa le pied de biche pour briser le support qui maintenait la chaîne au poteau métallique, en veillant à ne pas heurter la jambe blessée d'Anne Insley. La chaîne devrait rester en place jusqu'à ce qu'il trouve les outils appropriés pour couper les maillons métalliques. Tu peux marcher, ma chérie? Anley hocha la tête. Mais lorsqu'elle essaya de se relever, ses jambes fléchirent comme un poulain nouveau-né. Gentry la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Sentant comme elle était devenue légère. Elle ne devait pas peser plus de 36 kg, probablement moins. À 13 ans, elle aurait dû prendre des forces, pas dépérir dans un cadenas. Depuis combien de temps es-tu ici, ma puce? Depuis le lendemain des funérailles de papa. Savina dit, j'en savais trop. Elle dit qu'on ne pouvait pas me faire confiance pour garder les affaires familiales secrètes. Anne Insley s'appuya contre lui, puisant sa force dans le contact humain, elle avait été privée de lui pendant des mois. Elle disait, si je racontais à qui que ce soit ce que j'ai vu sur le sentier de randonnée, on m'éloignerait de ma famille et on me mettrait dans un endroit où il arrive des malheurs aux enfants. La vision de Gentry se brouilla de rage, mais il s'efforça de garder son calme. Anne Insley avait besoin de soins médicaux et de documents attestant de son état. Tout devait être fait dans les règles s'il voulait anéantir Savina. Il avait aidé Insley à monter dans son camion, soutenant presque tout son poids. Elle était si maigre qu'il sentait ses côtes à travers sa chemise déchirée. Sur le siège passager, elle se recroquevilla comme un animal blessé, serrant sa ceinture de sécurité comme une bouée de sauvetage. Oncle Gentry. Sa voix était faible et effrayée. Papa est-il vraiment mort? Oui, chérie, il est vraiment mort. Savina l'a tué. Les mots flottaient entre eux, chargés d'accusations et de vérité. Dis-moi ce qui s'est passé, Insley. Dis-moi tout. Gentry se rendit aux urgences de la ville voisine, à plus de 40 minutes de Hollow. Le réseau d'amis et de faveurs de Crick et Savina. Il avait besoin de professionnels de la santé qui ne connaissaient pas l'histoire familiale. Des gens qui avaient documenté l'état d'Anne Insley sans parti pris local. Pendant le trajet, Anne Insley lui a raconté ce qu'elle avait vu sur le sentier de randonnée 2 mois plus tôt. Papa a dit qu'il la quittait. Il a dit qu'il nous emmenait, Lyric et moi, en lieu sûr. Ils se disputaient à ce sujet pendant leur randonnée ce matin-là. Je les ai suivis parce que j'avais peur. Sa voix venait de semaines de manque d'eau, mais elle a insisté sur son histoire comme si elle l'avait répétée dans sa tête. Elle l'a poussé du haut de la crête, comme ça. Il se tenait près du bord, hurlant à propos des papiers de garde, et elle s'est mise derrière lui et l'a poussé. J'ai vu son visage quand il est tombé. Il était tellement surpris. Les jointures de Gentry étaient blanches contre le volant. Que s'est-il passé ensuite? Elle m'a dit que c'était un accident. Elle a dit que si je disais la vérité à quelqu'un, il m'enlèverait de ma famille et me placerait dans une famille d'accueil avec des inconnus. Elle a dit que papa était tombé par négligence. Mais toi? Je ne la croyais pas. Non, j'ai vu ce que j'ai vu.
La voix d'Ansley s'est amplifiée. Alors, le lendemain matin, elle m'a mise dans la remise. Elle a dit que c'était temporaire, le temps de trouver une solution. C'était il y a 2 mois. À la clinique, Gentry a menti avec aisance à l'infirmière d'accueil. Son histoire avait été préparée et répétée pendant le trajet. Anne Ainsley était sa nièce, a-t-il expliqué, et elle vivait avec une personne mentalement inapte à s'occuper d'un enfant. Il venait de découvrir son état après avoir reçu un renseignement d'un voisin inquiet et l'a immédiatement emmené pour une évaluation médicale. L'infirmière a jeté un coup d'œil à l'état d'Anne Ainsley et a appelé un médecin sans poser de questions supplémentaires. Quelques minutes plus tard, ils étaient dans une salle d'examen où un pédiatre a commencé à documenter les blessures et les signes de négligence avec la minutie méthodique de quelqu'un qui avait vu trop de cas de maltraitance. Le docteur Sarah Martinez était une quinquagénaire, avec des cheveux grisonnants et des yeux fatigués, témoin de décennies de cruauté humaine. Elle a examiné Anne Ainsley avec douceur et une expression douce. Voix, expliquant chaque étape du processus pour aider la jeune fille à se sentir en sécurité et en contrôle. Je vais prendre des photos de tes blessures. Chérie, cela peut être inconfortable, mais c'est important pour t'aider à aller mieux et pour que les personnes qui t'ont blessé en subissent les conséquences. Gentry a tout filmé avec son téléphone, en veillant à ce que l'horodatage soit visible sur chaque image. Les preuves devaient être irréfutables, documentées par de multiples sources, impossibles à contester ou à rejeter devant un tribunal. Déshydratation suffisamment grave pour nécessiter des liquides immédiatement. La malnutrition avait affecté sa croissance et son développement. Coupures infectées aux pieds après avoir marché sans chaussures sur du parquet brut. Marque de ligature autour de sa cheville, là où la chaîne avait irrité sa peau pendant des semaines de confinement. Brûlure de corde sur ses poignets suggérant des périodes de contention supplémentaires. Signe de traumatisme psychologique nécessitant une thérapie à long terme pour être examiné par un médecin. Le visage de Martinez s'assombrissait à chaque découverte. Son sang-froid professionnel contenait à peine sa colère face à ce qui avait été fait à cet enfant. Monsieur, la loi m'oblige à signaler aux autorités les soupçons de maltraitance infantile. Cet enfant a été, torture systématique et négligence. Je comprends parfaitement, dit Gentry en la regardant droit dans les yeux. Je veux que vous rédigiez ce rapport. Cet enfant a besoin d'être protégé des personnes qui lui ont fait ça. Le médecin acquiesça et sortit pour passer l'appel. 20 minutes plus tard, une assistante sociale arriva pour interroger Anne Ainsley en privé. Laura Thompson était une femme bienveillante d'une trentaine d'années, spécialisée dans les cas de traumatisme impliquant des enfants. Elle apporta des livres de coloriage et des briques de jus de fruits, des outils simples pour aider Anne Ainsley à se sentir suffisamment à l'aise pour raconter son histoire. 20 minutes plus tard, un adjoint du shérif arriva pour prendre un premier rapport. L'adjoint James Wilson était un policier chevronné qui avait travaillé sur des affaires de maltraitance d'enfants pendant des années. Il comprenait l'importance d'une documentation adéquate et la nécessité d'instaurer un climat de confiance avec les victimes traumatisées. Gentry était prêt à tout. Il voulait une documentation officielle, que l'état d'Anne Ainsley soit consigné, que les mécanismes de protection de l'enfance de l'État soient mobilisés et mis en marche. Chaque étape du processus apportait un nouvel élément de preuve qui finirait par enterrer Savina. Pendant que les professionnels faisaient leur travail, Gentry appela son vieil ami Deacon Rowe. Ils avaient servi ensemble en Afghanistan, où Deacon avait sauvé la vie de Gentry lors d'un attentat à la bombe en bord de route. Leur dette était de ce genre, impossible à rembourser intégralement, et ne pouvait être honorée que par une loyauté et une confiance indéfectibles. Deacon tenait un garage automobile en périphérie de la ville et n'avait jamais apprécié Savina, découvrant ses manipulations et sa cupidité bien avant la mort de Thorne. Plus important encore, il était discret et loyal et disposait de suffisamment de place chez lui pour une adolescente effrayée qui avait besoin de sécurité et de stabilité. « J'ai besoin d'une faveur, Deacon. Une faveur importante qui pourrait te mettre dans une position inconfortable. Dis-le, mon frère. Tu sais que je te dois quelque chose. J'ai besoin d'un endroit sûr pour enlever pendant que l'État règle les problèmes de garde. Un endroit où Savina ne puisse pas la trouver ni la forcer à changer sa version des faits. » Deacon n'a pas hésité. Qu'on l'amène. Marie voulait des enfants à la maison de toute façon, et on a eu cette chambre d'amis qui est restée vide. 3 heures plus tard, Anne Ainsley était installée dans la chambre d'amis de Deacon avec des vêtements propres, un repas chaud et la promesse que personne ne pourrait l'emmener sans passer par Gentry First. L'assistante sociale avait accepté le placement temporaire. Le placement était prévu pendant l'enquête sur les allégations d'abus.
Consciente que tenir Anne Ainsley éloignée de son agresseur était la priorité absolue, Marie a écrit qu'elle la traitait comme la fille qu'elle n'avait jamais eue. Procurant un réconfort doux et sans questions accablantes, elle a préparé une chambre avec des couvertures douces, un pyjama propre et un ours en peluche qui avait appartenu à sa propre enfance. Des gestes simples qui ont marqué le début du long processus consistant à apprendre à Anne Ainsley qu'elle était en sécurité et appréciée. Ce soir-là, Gentry s'est assis sur le porche de Deacon et a écouté sa nièce lui raconter la suite de l'histoire. Sa voix était plus forte maintenant, renforcée par des soins médicaux appropriés et la sécurité de se savoir protégé. Les détails ont émergé lentement, prudemment, comme les pièces d'un puzzle qui formait le tableau d'un mal calculé. Savannah fréquentait un autre homme depuis des mois. Quelqu'un avec de l'argent et une voiture de luxe. Papa l'a découvert et a dit qu'il allait modifier son testament pour s'assurer qu'elle ne puisse rien hériter s'il lui arrivait quelque chose. Ton père te l'a-t-il dit directement? Ou as-tu entendu des conversations? Je les ai entendus se disputer à ce sujet tard le soir, lorsqu'il pensait que je dormais. Savannah a dit qu'il ne pouvait pas la laisser seule parce qu'ils étaient mariés et qu'elle avait des droits. Papa a dit qu'il en avait déjà parlé à un avocat. Il a dit qu'elle avait signé des papiers avant leur mariage qui protégeraient ses biens en cas de divorce ou si elle essayait de réclamer un héritage qu'elle ne méritait pas. Gentry a sorti son téléphone et a lancé un enregistrement vocal, s'assurant que le fichier serait automatiquement sauvegardé sur le cloud. Anne Ainsley, j'ai besoin que tu me redises tout exactement comme ça s'est passé. Cet enregistrement pourrait être une preuve importante plus tard, alors je veux m'assurer que nous capturions chaque détail avec précision. Elle a hoché la tête avec l'expression sérieuse de quelqu'un de bien plus âgé que ses 13 ans. L'emprisonnement lui avait volé son innocence d'enfant, mais il lui avait aussi donné une compréhension claire de la justice et des conséquences que beaucoup d'adultes n'ont jamais acquises. Savannah a dit à papa qu'elle l'aimait et qu'elle ne le tromperait jamais. Mais je l'ai vu parler au téléphone à quelqu'un tard le soir. Elle chuchotait et riait comme une adolescente, puis raccrochait très vite si quelqu'un s'approchait. Elle a commencé à porter de plus beaux vêtements et du parfum cher, des produits qui coûtent plus cher. Plus que ce qu'on dépense habituellement pour ce genre de choses. Elle hocha la tête et reprit son discours, parlant clairement et calmement. En parlant, Gentry réalisa que sa nièce de 13 ans venait de lui donner le mobile du meurtre de Thorne. Assurance, argent et héritage, le tout avec une femme infidèle qui risquait de tout perdre en cas de divorce. Et lyrique? Sait-elle ce qui s'est réellement passé? Le visage d'Anne Ainsley se décomposa. Elle le sait. Elle était là ce matin-là, à la maison, quand Savannah est revenue toute sale et bouleversée. Savannah lui a dit que papa était tombé, mais Lyric l'a vu brûler des vêtements dans le brasero du jardin. Elle m'a interrogé plus tard, quand nous étions seuls. Lui as-tu raconté ce que tu as vu sur le sentier? J'ai essayé, mais Lyric avait peur. Savannah lui a promis que tout irait bien si elle gardait le silence. Pour qu'ils puissent être une vraie famille maintenant. Juste tous les trois. Gentry a arrêté l'enregistrement et l'a sauvegardé sur son compte cloud. Plusieurs copies, plusieurs emplacements. Trop important pour risquer de le perdre. Anne Ainsley, je vais te demander quelque chose, et je veux que tu réfléchisses bien avant de répondre. Elle le regarda avec des yeux plus vieux que ses 13 ans. Êtes-vous assez fort pour témoigner de ce que vous avez vu au tribunal, devant un juge et un jury? Cela l'amènera-t-il en prison? Si nous faisons les choses correctement, oui. Anne Ainsley n'hésita pas un instant. Alors oui, je suis assez fort. Gentry passa la matinée suivante au tribunal du comté à étudier les registres fonciers et les certificats de mariage. Savannah disait la vérité sur un point, elle était légalement mariée à Thorne, ce qui lui donnait certains droits sur sa succession. Mais Gentry se souvenait que Thorne avait mentionné un contrat prénuptial, quelque chose concernant la protection des biens familiaux contre les futures épouses. Le testament déposé au tribunal datait de 2 ans et désignait Savannah comme principale bénéficiaire de la succession de Thorne, comprenant la maison, le terrain et les biens personnels. Mais si Thorne avait prévu de le modifier, il pourrait y avoir des preuves de ses intentions quelque part dans les brouillons de nouveaux documents, la correspondance des avocats ou des notes sur ses projets. Cet après-midi-là, il retourna en voiture. Il se dirigea vers la propriété de Thorne, se gara à la lisière des arbres et s'approcha à travers les bois pour éviter d'être vu. La voiture de Savannah avait disparu, mais cette fois, il remarqua des traces de pneus fraîches dans l'allée. De profondes rainures dans le gravier suggéraient que quelqu'un allait et venait régulièrement, transportant peut-être des objets lourds ou se déplaçant rapidement. La porte d'entrée était verrouillée, mais Gentry avait encore une clé datant d'il y a des années,
lorsqu'il vérifiait la maison lors des déplacements professionnels de Thorne. À l'intérieur, tout semblait normal à première vue. Les meubles étaient en place, aucun signe de cambriolage ni de trouble apparent. Mais lorsqu'il arriva au bureau de Thorne, la vérité éclata. Quelqu'un fouillait systématiquement chaque papier de la pièce. Des tiroirs étaient ouverts, leur contenu éparpillé sur le bureau. Les classeurs avaient été vidés, leur contenu trié en piles, suggérant que quelqu'un cherchait des documents précis. L'ordinateur avait complètement disparu, ainsi que tous les disques de sauvegarde ou périphériques de stockage susceptibles de contenir des fichiers importants. Quelqu'un cherchait quelque chose de précis, quelque chose d'assez important pour risquer de s'introduire chez un défunt et de dépouiller ses papiers personnels. Gentry il fouilla plus attentivement que quiconque l'avait précédé, vérifiant des endroits qui pourraient ne pas être évidents pour quelqu'un qui ne connaissait pas les habitudes de Thorne. Son frère avait toujours été paranoïaque à propos des documents importants, cachant des copies dans des endroits inattendus de la maison. Derrière le bureau de Thorne, coincé entre le mur et un classeur, dans un espace à peine assez large pour les doigts, il trouva une vieille tablette informatique, oubliée lors des recherches. La batterie était complètement à plat, mais lorsqu'il la brancha sur le chargeur, elle se ralluma avec un léger bip électronique. Thorne n'avait jamais été doué en technologie, ce qui signifiait qu'il n'avait probablement jamais rien supprimé de l'appareil. Emails, SMS, photos et documents seraient tous conservés tels qu'il les avait laissés. Gentry parcourut les activités récentes, à la recherche de tout ce qui concernait les avocats, les testaments ou les problèmes conjugaux. Les preuves étaient enfouies dans le dossier supprimé, probablement supprimé par accident plutôt que intentionnellement caché. Une conversation par SMS entre Thorne et un certain G. Patterson, datée de seulement 3 jours avant la mort de Thorne. L'horodatage indiquait que les messages avaient été échangés tard dans la nuit. Suggérant urgence et confidentialité. Thorne doit prendre rendez-vous pour modifier. Voudriez-vous, dès que possible, exclure complètement votre épouse actuelle de l'héritage? G. Patterson peut faire un contrat de mariage qui devrait de toute façon protéger la plupart des biens. Dans combien de temps avez-vous besoin de le faire? Thorne, immédiatement. Je pense qu'elle sait que je prévois de partir. La situation devient dangereuse ici à la maison. G. Patterson. Dangereux. Comment êtes-vous en danger physique? Thorne. Elle a parlé des versements d'assurance vie ces derniers temps, posant des questions étranges sur les indemnités en cas de décès accidentel et la rapidité de traitement des demandes d'indemnisation. Quelque chose cloche dans son comportement. G. Patterson, avez-vous envisagé de faire appel aux forces de l'ordre? Thorne, pas encore. Il faut d'abord mettre en place une protection juridique. Je ne peux pas risquer qu'elle découvre la modification du testament avant qu'elle ne soit finalisée. La conversation s'est arrêtée là, figée dans le temps par la mort de Thorne 3 jours plus tard. Gentry a fait des captures d'écran de chaque message et les a transférés sur son propre téléphone, puis a sauvegardé des copies sur plusieurs comptes de stockage cloud. C'était la preuve de la préméditation. Savina a planifié le meurtre de son mari alors qu'il tentait désespérément de se protéger. Voie juridique. Puis il a cherché G. Patterson en ligne et a trouvé James Patterson, avocat à Nashville, qu'il a appelé immédiatement. Monsieur Patterson, ici Gentry Maddox. Je vous appelle au sujet de mon frère Thorne Maddox. Je suis désolé pour votre perte. Thorne m'a semblé être un homme bien d'après nos brefs échanges. De brefs échanges. Il m'a appelé pour modifier son testament, mais nous n'avons jamais eu l'occasion de nous rencontrer en personne. J'ai appris l'accident quelques jours plus tard. A-t-il expliqué pourquoi il voulait exclure sa femme de l'héritage? Patterson a marqué une pause. Je ne suis pas sûr de devoir aborder la confidentialité des clients, même avec des membres de ma famille. Mon frère est décédé, monsieur Patterson. Sa femme maltraite ses enfants. La confidentialité n'a plus d'importance. Une autre pause. Il a dit avoir découvert que sa femme avait une liaison. Il voulait protéger l'héritage de sa fille et s'assurer que son ex-femme ne puisse pas réclamer la moitié de tout lors d'une procédure de divorce. Ex-femme. C'est ce qu'il a dit. Il prévoyait de demander le divorce immédiatement après avoir obtenu la modification du testament. Il semblait penser que sa vie serait en danger si sa femme découvrait ses plans. Gentry remercia l'avocat et raccrocha. Une preuve de plus. Un autre clou dans le cercueil de Savina. Mais il lui fallait plus que des SMS supprimés et des témoignages par oui-dire. Il se dirigea vers le foyer du jardin où, selon Anne Insley, Savina avait brûlé des vêtements.
Les cendres étaient presque froides, mais en les passant au crible avec un bâton, il trouva des fragments de papier qui n'avaient pas complètement brûlé. La plupart des morceaux étaient trop abîmés pour être lus, mais un fragment plus gros attira son attention. On aurait dit un extrait d'une page de journal écrite de la main de Thorne. Il pense qu'elle voit quelqu'un. Je l'ai surprise au téléphone 2 fois cette semaine, chuchotant et raccrochant quand je suis entré. Je ne lui fais plus confiance près d'Anne Ainsley. Sa façon de regarder cette fille parfois, comme si elle préparait quelque chose. Le reste de la page était brûlé au point d'être méconnaissable, mais c'était suffisant. Gentry photographia le fragment sous plusieurs angles, puis le plaça soigneusement dans un sac en plastique. Il passa 1 heure de plus à fouiller la propriété, vérifiant chaque cachette. Il se souvenait d'un endroit de leur enfance. Dans la grange, derrière une planche mal fixée dans le mur, il trouva quelque chose qui lui fit battre le cœur, une enveloppe en papier craft contenant des documents d'assurance. La police d'assurance vie de Thorne, avec un versement de 500 000 $. La bénéficiaire était Savina Maddox, mais il y avait une note manuscrite dans la marge, indiquant que le changement de bénéficiaire pour ses filles n'était prévu que pour la semaine prochaine. La note était de la main de Thorne et datée de 2 jours avant sa mort. Gentry photographia tout et remit les documents exactement là où il les avait trouvés. Il laissa Savina croire que ses secrets étaient encore en sécurité. Entre-temps, il avait constitué un dossier de preuves qui l'enterrait si profondément qu'elle ne reverrait jamais la lumière du jour qu'il appela son ami Tommy Rodriguez, qui travaillait pour un cabinet d'enquête privé à Nashville. Tommy lui devait une faveur de l'époque où ils étaient militaires. Et maintenant, il était temps de récupérer ses fonds. J'ai besoin des relevés bancaires de quelqu'un. Plus précisément, je dois savoir si une indemnité d'assurance vie a été versée récemment. Ce n'est pas tout à fait légal, Gentry. Assassiner son mari et enfermer sa fille dans une prison ne l'est pas non plus. Il a été enterré pendant 2 mois. Tommy est resté silencieux un instant. Envoie-moi les détails. Je verrai ce que je peux faire. À la fin de la journée, Gentry avait documenté des preuves de l'intention de Thorne d'exclure Savina de ses soupçons concernant Will Thorne, la menace pour sa vie, la liaison de Savina avec un inconnu, le projet de Thorne de changer le bénéficiaire de son assurance, le comportement suspect de Savina après la mort de Thorne. C'était un bon début, mais cela ne suffisait pas à prouver le meurtre. Il avait besoin de quelqu'un d'autre pour corroborer la version d'Anne Ainsley concernant l'incident du sentier de randonnée, et pour prouver qu'il avait besoin de Lyric. Trouver Lyric a nécessité 2 jours de surveillance minutieuse et un travail d'enquête systématique. Savina avait affirmé que sa fille aînée était hébergée chez des amis, mais une adolescente de 16 ans laisse des traces dans le monde moderne. Des publications sur les réseaux sociaux qui révèlent des lieux, des relevés de présence scolaire qui révèlent des tendances, des amis qui parlent trop sur les plateformes publiques. Gentry a mené l'enquête méthodiquement, en commençant par les paroles, les comptes sur les réseaux sociaux et en explorant son réseau de relations. Son compte Instagram montrait des publications récentes d'un café du centre-ville, toujours au même endroit. Une table d'angle, toujours entourée de manuels comme autant de barrières protectrices. L'horodatage suggérait qu'elle s'y rendait tous les après-midi de la semaine, probablement pour éviter de rentrer chez elle. Il l'avait trouvée à Java Junction un jeudi après-midi, assise seule à sa place habituelle, ses devoirs de chimie étalés sur la petite table. Elle ressemblait trait pour trait à Thorne. Les mêmes cheveux noirs qui reflétaient la lumière lorsqu'elle bougeait. La même expression sérieuse en se concentrant. La même façon de mâchouiller son crayon pour résoudre des problèmes difficiles. Gentry acheta un grand café et s'approcha lentement de sa table, s'assurant de le voir arriver. Il ne voulait pas la surprendre ni déclencher une réaction de fuite qui aurait mis fin à la conversation avant même d'avoir commencé. « Bonjour, Lyric. » Elle leva les yeux de son manuel, surprise, puis jeta immédiatement un coup d'œil vers la sortie, comme si elle calculait les distances et les issues de secours. Son langage corporel criait, culpabilité et peur à parts égales. Oncle Gentry, sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. « Je ne savais pas que tu étais encore en ville. » « Non, » dit doucement Gentry en s'installant sur la chaise en face d'elle sans y être invité. « Ne cours pas. Ne cherche pas d'excuses. Ne fais pas semblant d'ignorer pourquoi je suis là. Il faut qu'on parle de ta sœur. Je n'ai rien à te dire. » Mais ses mains tremblaient tandis qu'elle rassemblait ses manuels, prête à partir. « J'ai trouvé Anne Ainsley. » Les mots ont frappé Lyric comme un coup de poing. Son visage est devenu blanc, son crayon a heurté la table avec fracas, et son sang-froid soigneusement conservé s'est complètement effondré.
Des larmes ont commencé à couler sur ses joues avant qu'elle ne puisse les retenir. Je ne sais pas de quoi tu parles. Le déni était automatique, mais son langage corporel racontait une toute autre histoire. Soulagement, culpabilité et terreur se mêlaient dans son expression. Elle était enfermée dans l'abri de jardin derrière ta maison, enchaînée comme un animal, affamée, déshydratée et terrifiée. Gentry avait une voix douce mais ferme, instaurant la confiance tout en établissant les faits. Ta belle-mère m'a dit qu'Anne Ainsley s'était enfuie et avait menti à la police. Mais tu sais que c'est mieux, n'est-ce pas? Lyric secoua la tête, mais son geste était faible et peu convaincant. Tu ne comprends pas ce que c'était que de vivre dans cette maison. Essaie de garder tout normal quand plus rien ne l'était. Alors aide-moi à comprendre. Raconte-moi ce que tu as vu ce matin-là sur le sentier de randonnée. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Un autre déni automatique, mais ses défenses craquaient à chaque question. Si, tu le sais. Gentry se pencha en avant, maintenant le contact visuel. Anne Ainsley m'a dit que tu étais à la maison quand Savina est revenue toute sale et bouleversée. Elle m'a dit que tu avais vu Savina brûler des vêtements dans le brasero après coup. Le sang-froid de Lyric a finalement volé en éclats. Tu ne comprends pas dans quelle situation j'étais. Si j'avais dit quoi que ce soit, elle aurait, quoi? T'aurais tué comme elle a tué ton père. Les mots ont fait l'effet d'un coup de massue. Lyric a tremblé et s'est entouré de ses bras dans un geste protecteur. Elle a dit que c'était un accident. Elle a dit qu'il était tombé parce qu'il n'avait pas fait attention au bord du sentier. La voix de Lyric s'est brisée sous le poids de mois de vérité refoulée. Elle a dit que les randonneurs tombent tout le temps, surtout lorsqu'ils sont en colère et ne font pas attention où ils marchent. Et tu l'as cru. Je voulais la croire. Il fallait que je la croie. Lyric s'essuya les yeux du revers de la main, car si elle l'avait assassiné, cela signifiait que je vivais avec un tueur depuis 2 mois. Ça voulait dire que je l'avais aidé à étouffer l'affaire en gardant le silence. Ça voulait dire que je suis complice du meurtre de mon père. Gentry se pencha en avant, d'une voix douce mais ferme. Lyric, regarde-moi. Tu avais 16 ans, tu étais effrayé et manipulé par un adulte qui aurait dû te protéger. Rien de tout ça n'est ta faute. Elle m'avait promis que tout irait bien si je me taisais. Elle disait qu'on pourrait être une vraie famille, juste tous les 3. Elle disait qu'elle prendrait soin de moi et s'assurerait que j'ai tout ce dont j'avais besoin pour l'université. Et en échange, tout ce que tu avais à faire, c'était d'oublier Anne Ainsley. Lyric hocha la tête d'un air malheureux. Elle disait qu'Anne Ainsley était perturbée par le chagrin. Elle disait qu'elle inventait des histoires sur ce qui s'était passé sur le sentier parce qu'elle ne pouvait pas accepter que papa soit vraiment parti. Mais tu savais qu'Anley ne mentait pas. Je le savais. Dieu m'a aidé. Je le savais et je l'ai laissé faire. Quoi qu'il en soit, ça n'arrivera pas. Gentry sortit son téléphone et le posa sur la table entre eux. Je vais enregistrer notre conversation. Tu vas me dire exactement ce que tu as vu et entendu, puis on l'écrira et on le fera enregistrer. Tu comprends? Lyric fixait le téléphone comme un serpent venimeux. Si je fais ça, elle saura que ça vient de moi. Elle comprendra que j'ai parlé. Si tu ne fais pas ça, elle s'en tire impunément. Elle s'en tire impunément en torturant ta sœur. Elle s'en tire impunément. La voix de Gentry se durcit. Et un jour, quand tu seras plus grand et que tu resteras éveillé la nuit à penser à ce moment, tu sauras que tu as eu l'occasion de faire le bon choix et que tu as choisi de ne pas la saisir. Lyric ferma les yeux et prit une inspiration tremblante. Lorsqu'elle les rouvrit, quelque chose avait changé dans son expression. La jeune fille de 16 ans effrayée était toujours là, mais en dessous, il y avait quelque chose de plus fort. Bon, je vais tout te dire. L'enregistrement dura 45 minutes. Lyric a décrit le deuil de Thorne avec des détails douloureux. La dispute entre son père et sa belle-mère, le retour de Savina à la maison avec des vêtements sales et des égratignures au visage. Les preuves brûlées dans le brasero du jardin. Elle m'a demandé de l'aider à déplacer des affaires dans le bureau de papa. Elle a dit qu'elle cherchait des papiers importants à déposer auprès de la compagnie d'assurance, mais je pense qu'elle cherchait en réalité les coordonnées de cet avocat. Les a-t-elle trouvées? Je ne sais pas. Elle m'a ensuite envoyé dans ma chambre et m'a dit de ne pas sortir avant son accord. Après l'enregistrement, ils se sont rendus chez un notaire public où Lyric a signé une déclaration sous serment détaillant tout ce dont elle avait été témoin. Le notaire lui a demandé si elle faisait sa déclaration volontairement et si elle comprenait les implications juridiques du parjure.
Oui, madame, a dit elle, je comprends parfaitement. En retournant au camion de Gentry, elle a posé la question qu'il redoutait. Que va-t-il m'arriver maintenant? Je n'ai nulle part où aller. Tu viens avec moi. J'ai la garde temporaire d'Anne Ainsley et je vais obtenir la garde de vous deux. Savannah ne laissera pas faire. Savina n'aura pas le choix. Quand j'en aurai fini avec elle, elle sera en prison pour le restant de ses jours. Lyric s'arrêta et le regarda avec une expression qui lui rappela douloureusement Thorne. Tu crois vraiment pouvoir y arriver? Tu crois vraiment pouvoir obtenir justice pour mon père? Gentry pensa à la chaîne d'Ansley dans le hangar, aux SMS effacés de Thorne, à l'argent de l'assurance, aux preuves brûlées et aux 2 mois de mensonges. Oui, dit-il, je vais la détruire. Gentry savait qu'il valait mieux ne pas confier une affaire aussi importante à la police locale. Hollow Creek était une petite ville où tout le monde était au courant des affaires de tout le monde, et le juge Hollis Claiborne avait les mains dans la moitié des affaires du comté. Savina l'avait mentionné à l'enterrement, l'avait appelé oncle Hollis et avait parlé de lui comme d'un membre de la famille. Au lieu de cela, Gentry s'est rendu à Nashville et s'est rendu au bureau d'enquête du Tennessee avec un dossier en papier craft rempli de preuves et la détermination de rendre justice. L'agent spécial Lisa Chan, une femme d'une 40aine d'années, était sérieuse et écoutait son récit sans interruption. Lorsqu'il eut terminé, elle étala ses preuves sur son bureau comme les pièces d'un puzzle. C'est substantiel, dit-elle, mais la plupart sont circonstancielles. La preuve la plus solide dont vous disposez est le témoignage de l'enfant qui a assisté à l'incident sur le sentier de randonnée. Anne Ainsley a vu Savina pousser Thorne du haut de la crête. Ce n'est pas circonstanciel. C'est la parole d'une adolescente de 13 ans, traumatisée et isolée depuis 2 mois. Les avocats de la défense mangent ce genre de dossier au petit déjeuner. Gentry se pencha en avant. Alors, que proposez-vous? Nous devons constituer un dossier plus solide avant de procéder à des arrestations. Pour l'instant, nous avons des preuves de maltraitance d'enfants, ce qui est suffisamment grave. Mais si nous voulons que les accusations de meurtre soient retenues, il nous faut plus que de simples témoignages. L'agent Chin a chargé une équipe d'enquêter. La mort de Thorne a commencé par une demande d'exhumation de son corps pour une autopsie plus approfondie. L'examen initial avait été superficiel, visant à confirmer une mort accidentelle plutôt qu'à rechercher des signes d'actes criminels. Entre-temps, Gentry a fourni au TBI toutes ces informations, des documents médicaux attestant des abus infligés à Anne Ainsley, provenant de la clinique, des photos et des vidéos prises dans le hangar, des SMS supprimés de Thorne concernant le changement de nom, ainsi que des fragments du journal des brûlures provenant des paroles du Brasero, une déclaration sous serment décrivant le comportement de Savina après la mort de Thorne, des preuves de fraude à l'assurance, le fait de réclamer des prestations tout en sachant que Thorne prévoyait de changer de bénéficiaire. Tommy Rodriguez a présenté les relevés bancaires, qui montraient que Savina avait bel et bien reçu une indemnité d'assurance vie de $500 000 une semaine seulement après les funérailles de Thorne. Elle a déposé l'argent sur un nouveau compte sur lequel Thorne ne figurait pas, puis a immédiatement transféré la majeure partie de l'argent vers une banque offshore. Elle prévoyait de disparaître, a déclaré l'agent Chin en étudiant les documents financiers. On dirait quelqu'un qui se prépare à prendre la fuite si la situation devenait trop critique. Le TBI l'enquête s'est déroulée avec la précision systématique de professionnels expérimentés, conscients que les affaires de meurtre exigeaient une rigueur absolue. L'agent Chin a chargé une équipe de spécialistes d'examiner chaque aspect de la mort de Thorne, en commençant par une demande officielle d'exhumation de son corps pour une autopsie médico-légale complète. L'examen initial avait été réalisé par le coroner local, le Dr Pete Williams, âgé de 68 ans et exerçant ce métier depuis 30 ans dans un comté où les décès suspects étaient rares. Williams avait procédé à un examen externe standard, se concentrant sur la confirmation d'une mort accidentelle plutôt que sur la recherche de signes subtils d'actes criminels pouvant indiquer un meurtre. Les petites villes passent souvent à côté de certaines choses, a expliqué l'agent Chin à Gentry lors d'une séance d'information au bureau local du TBI. Non pas par incompétence, mais parce qu'ils ne recherchent pas de preuves d'homicide alors que les circonstances semblent simples. Un randonneur tombe d'une falaise. Ce qui s'est passé semble évident. Mais lorsqu'on examine le corps en pensant au meurtre, d'autres détails prennent toute leur importance. Pendant ce temps, Gentry continuait de constituer son dossier de preuves avec l'approche méthodique de quelqu'un qui comprenait que les affaires se gagnaient grâce à la documentation plutôt qu'à la documentation. Plus que de l'émotion. Il a fourni au TBI toutes ces informations, les classant par catégorie pertinente pour les procureurs et les jurés, des preuves matérielles trouvées dans le hangar, des documents médicaux attestant des violences subies par Ainsley à la clinique,
des photographies et des séquences vidéo montrant son état, ainsi que des échantillons de la chaîne et du cadenas utilisé pour la retenir, des preuves numériques. Les SMS supprimés de Thorne concernant la modification de son testament, les échanges par courriel avec l'avocat et son activité sur les réseaux sociaux témoignant des tensions familiales ayant précédé sa mort. Des témoignages, des paroles de déclaration sous serment décrivant le comportement de Savina après la mort de Thorne, ainsi que des enregistrements audio des deux filles décrivant ce qu'elles ont vu et vécu. Des preuves financières, des documents attestant de la tentative de Savina de percevoir l'argent de l'assurance tout en sachant que Thorne prévoyait de changer de bénéficiaire, ainsi que des relevés bancaires montrant des transferts d'argent suspects. Les fragments de journal brûlé du foyer, la fouille systématique du bureau de Thorne et des preuves de la liaison de Savina avec Marcus Webb. Tommy Rodriguez a fourni des documents financiers supplémentaires qui ont permis de mieux cerner les motivations et les projets de Savina. Les documents bancaires ont démontré qu'elle avait effectivement. Elle a reçu une indemnité d'assurance vie de $500 000 une semaine seulement après les funérailles de Thorne. Plutôt que de déposer l'argent sur leur compte joint, elle avait ouvert un nouveau compte à son nom, puis immédiatement transféré la majeure partie des fonds vers une banque offshore aux îles Caïmans. Ce comportement suggère une personne se préparant à disparaître si l'enquête devenait trop complexe. L'agent Shine a expliqué, en étudiant le calendrier financier. Elle ne se contentait pas de voler l'argent de l'assurance. Elle préparait une échappatoire au cas où les forces de l'ordre poseraient des questions gênantes. L'enquête a pris de l'ampleur à mesure que de nouvelles preuves émergeaient de sources multiples. Les agents du TBI ont interrogé les représentants de la compagnie d'assurance qui avait traité la demande de Savina et ont découvert qu'elle avait appelé au sujet de l'indemnité dans les 48 heures suivant le décès de Thorne, posant des questions précises sur la rapidité du traitement des indemnités en cas de décès accidentel et sur l'existence de circonstances susceptibles de retarder le paiement. Ils ont également parlé au Dr Williams, le coroner initial, qui a admis avoir subi des pressions de la part des autorités locales pour accélérer le processus de délivrance du certificat de décès pour des raisons administratives. Le juge Claiborne avait personnellement appelé son cabinet pour demander que les formalités administratives soient remplies. J'ai rapidement aidé la veuve à régler ses problèmes d'assurance et de succession. J'aurais dû être plus minutieux, a admis Williams lors de son entretien avec les agents du TBI. Mais lorsqu'un juge appelle et dit qu'une veuve en deuil a besoin d'aide pour les formalités administratives, on a tendance à privilégier l'efficacité à un examen approfondi. Parallèlement, les enquêteurs ont identifié et interrogé plusieurs amis et collègues de Thorne qui ont confirmé qu'ils prévoyaient de quitter Savina. Tom Bradley, qui travaillait avec Thorne à la Syrie, a décrit des conversations au cours desquelles Thorne a exprimé ses craintes quant au comportement et aux intentions de sa femme. Il a dit qu'elle posait des questions étranges sur sa police d'assurance vie. Bradley a expliqué aux agents qu'il voulait savoir combien elle valait et si elle versait le même montant en cas d'accident qu'en cas de décès naturel. Thorne a trouvé cela étrange, car il n'avait jamais parlé d'assurance auparavant. Et soudain, elle s'est vraiment intéressée aux détails. Le TBI disposait de suffisamment de preuves pour porter plainte. Un mardi matin de fin septembre, ils ont exécuté un mandat d'arrêt sous scellé au domicile de Savina. L'arrestation a eu lieu à 7 heures du matin, juste au moment où Savina s'apprêtait à partir. Ville. Les agents du TBI ont trouvé sa voiture pleine de valises et une enveloppe manille remplie d'argent liquide. Dans son sac à main, ils ont découvert un billet d'avion aller simple pour le Costa Rica prévu pour l'après-midi. Gentry, de l'autre côté de la rue, l'observait tandis qu'il la conduisait dehors, menottée. Elle hurlait à propos de fausses accusations et exigeait d'appeler son avocat. Mais sa voix avait perdu tout son sang-froid. La femme froide et calculatrice qu'il connaissait depuis des années montrait enfin son vrai visage. Désespérée, acculée et dangereuse. Les accusations étaient lourdes, meurtre au premier degré dans la mort de Thorne Maddox, maltraitance infantile et séquestration illégale dans les Maddox, entrave à la justice pour destruction de preuves, fraude à l'assurance pour percevoir des prestations sociales. Elle n'avait pas le droit de tenter de fuir. Pour éviter les poursuites, les équipes de presse locales sont arrivées quelques heures plus tard, faisant de l'arrestation de Savina le plus gros reportage que Hollow Creek ait connu depuis des décennies. Gentry a fait une brève déclaration aux journalistes, mettant l'accent sur le rétablissement d'Ann Ainsley et remerciant le TBI pour son enquête approfondie. Le juge Hollis Claiborne a tenté d'intervenir, appelant le bureau du procureur et exigeant que les charges soient réduites ou l'affaire fût classée sans suite. Mais le TBI avait monté un dossier solide et le bureau du procureur n'était pas intéressé par les faveurs politiques en matière de maltraitance et de meurtre sur mineurs. Lorsque Claiborne réalisa que son influence ne fonctionnait pas, il tenta une autre approche.
Il se récusa et recommanda qu'elle soit transférée à un juge de Nashville, invoquant de potentiels conflits d'intérêts. Trop tard pour cela. L'agent Chin déclara à Gentry, « Nous avons déjà documenté ces tentatives d'ingérence dans l'enquête. » Les affaires internes ouvrent une procédure pour faute judiciaire contre lui. L'audience de mise en liberté sous caution de Savina eut lieu 3 jours après son arrestation. Le procureur argua qu'elle risquait de fuir, soulignant la voiture pleine à craquer et le billet d'avion pour un pays non extraditionnel. L'avocat de la défense argua qu'elle était une veuve en deuil, persécutée par une belle famille vindicative. Le juge ne l'a pas cru. Compte tenu de la gravité des accusations et des preuves de tentative de fuite, la libération sous caution est refusée. L'accusé restera en détention jusqu'au procès. Gentry sentit une légère pression dans sa poitrine lorsque le marteau s'abattit. Pour la première fois depuis des mois, il pouvait respirer librement. Savina allait passer l'année suivante en prison, le temps que les avocats préparent le procès, ce qui signifiait qu'Anne Insley et elle étaient véritablement en sécurité. Pendant que Savina était assise dans sa cellule, Gentry se concentrait sur la reconstruction de la vie de sa nièce. Anne Insley entamait une thérapie pour surmonter le traumatisme de son incarcération, tandis qu'elle travaillait avec un conseiller pour surmonter la culpabilité d'avoir gardé le silence si longtemps. Les formalités de garde étaient traitées avec une rapidité surprenante. Les services sociaux avaient minutieusement documenté les abus subis par Savina, et aucun autre membre de la famille ne s'était manifesté pour contester la demande de tutelle de Gentry. « Je veux avoir la chance de faire quelque chose de bien », a déclaré Lyric au juge aux affaires familiales. « Je veux vivre avec oncle Gentry et aider à prendre soin d'Anne Insley. » Les filles ont emménagé dans la maison de Gentry à Nashville, à 30 mètres de Hollow Creek et de tous ses sombres souvenirs. Anne Insley a eu sa propre chambre peinte en bleu comme le ciel, avec des fenêtres sans serrure et une porte qui restait ouverte quand elle le voulait. Lyric s'est investi à fond dans sa dernière année de lycée, déterminée à obtenir une bourse pour l'université. Le soir, elle aidait Anne Insley à faire ses devoirs et reconstruisait peu à peu la relation fraternelle que Savina avait tenté de détruire. 3 mois avant le procès, Gentry reçut un appel de la journaliste d'investigation Rebecca Stone, du journal de Nashville. Elle suivait l'affaire et souhaitait écrire un article sur les secrets de famille et la corruption dans une petite ville. « J'ai découvert des informations supplémentaires sur le juge Claiborne, dit-elle. Des informations susceptibles d'intéresser l'accusation. » L'enquête de Stone révéla que Claiborne avait perçu des pots de vin et des faveurs politiques pendant des années, notamment plusieurs pots de vin de la société immobilière de Marcus Webb. Webb tentait d'obtenir des permis pour un projet de développement controversé, et Claiborne facilitait les démarches auprès des commissions d'urbanisme locales. C'est tout un réseau de corruption, expliqua Stone. Webb payait Claiborne. Claiborne protégeait les intérêts commerciaux de Webb, et Savina était l'amante et la complice de Webb. L'histoire parut en première page de l'édition du dimanche sous le titre « Le secret de Madik, la fille dans la remise ». Elle détaillait l'emprisonnement d'Anne Insley, la liaison de Savina et le réseau de corruption qui avait permis la dissimulation. Quelques heures après sa publication, l'histoire devint virale sur les réseaux sociaux. Les médias nationaux la reprirent. Les podcasteurs de True Crime commencèrent à solliciter des interviews. L'affaire devint le symbole d'une justice différée, mais non refusée. Le juge Claiborne démissionna en disgrâce le lundi suivant, invoquant des problèmes de santé et des obligations familiales. Le Conseil judiciaire du Tennessee ouvrit une enquête officielle sur sa conduite, susceptible de donner lieu à des poursuites pénales. Marcus Webb fut arrêté pour complot et corruption, son empire immobilier s'effondrant tandis que les banques et les investisseurs, paniqués, fuyaient. Sa femme demanda le divorce et ses enfants refusèrent de lui parler. Les dominos tombèrent exactement comme Gentry l'avait prévu. Le procès commença par une froide matinée de février, sous une neige tombant sans discontinuer devant les fenêtres du palais de justice, créant une atmosphère sombre propice à la quête de justice. Le palais de justice du comté de Davison à Nashville avait été choisi comme lieu de l'audience après que la défense eut vainement demandé un changement de lieu en raison de la publicité préalable au procès. Gentry était assis au premier rang de la galerie, entouré d'Anne Insley et de Lyric. 3 survivants de la cruauté de Savina, prêts à voir la justice punir ses crimes. Derrière eux, la salle d'audience était bondée de journalistes, de citoyens curieux et d'amis de la famille qui avaient suivi l'affaire pendant des mois d'enquête et de manœuvres juridiques. L'équipe de l'accusation était dirigée par la procureure adjointe Rebecca Martinez, procureure chevronnée, spécialisée dans les affaires de violence conjugale et de meurtres familiaux. Madame Martinez avait bâti sa réputation sur sa présentation méthodique des dossiers et sa capacité à aider les jurys à comprendre la psychologie des meurtriers familiaux.
Elle comprenait que prouver un meurtre prémédité exigeait plus que de simples preuves. Il fallait aider 12 citoyens ordinaires à comprendre comment quelqu'un pouvait planifier et exécuter le meurtre de son conjoint. Mesdames et messieurs les jurés, Madame Martinez a commencé ses plaidoiries. Au cours de la semaine prochaine, vous entendrez des preuves démontrant comment la cupidité, l'égoïsme et le calcul froid ont conduit l'accusé à trahir la confiance familiale. Vous apprendrez comment Savina Maddox a systématiquement planifié et exécuté le meurtre de son mari, puis torturé sa fille de 13 ans pour réduire au silence le seul témoin de son crime. La plaidoirie de l'accusation s'est déroulée avec la précision d'un maître artisan assemblant un meuble complexe. Chaque élément de preuve a été présenté individuellement, expliqué en détail, puis relié au schéma de culpabilité plus large qui a émergé de l'examen global de tous les faits. Martinez a commencé par le mobile financier, expliquant au jury la découverte par Thorne de la liaison de Savina et son projet ultérieur de modifier son testament et le bénéficiaire de son assurance. Les SMS échangés entre Thorne et son avocat étaient diffusés sur de grands écrans, permettant aux jurés de lire l'urgence absolue des derniers échanges de Thorne. Remarquez la chronologie, a expliqué Martinez en désignant les dates et les horodatage. Thorne découvre la liaison de sa femme lundi. Il contacte son avocat mardi pour modifier son testament. Il exprime des craintes pour sa sécurité physique mercredi. Il décède dans des circonstances suspectes vendredi. Ce n'est pas une coïncidence. C'est de la préméditation. Ensuite, les preuves médicales présentées par le docteur Elizabeth Reeves, avec une précision clinique qui a clairement démontré la brutalité de la mort de Thorne. À l'aide de photographies, de modèles anatomiques et de schémas détaillés, elle a expliqué comment la configuration des blessures prouvait que Thorne avait été attaqué et assassiné plutôt qu'une chute accidentelle. L'accusé a frappé son mari à la tête avec un objet lourd, probablement une pierre, qu'elle a ramassée sur le sentier. Le docteur Reeves a témoigné que le coup avait été conçu pour le neutraliser, et non pour le tuer immédiatement. Elle voulait qu'il soit suffisamment conscient pour ressentir la chute, mais suffisamment désorienté pour qu'il ne puisse pas se sauver. La torture psychologique infligée à Anne Insley a été documentée par les témoignages du docteur Sarah Martinez, la pédiatre qui l'avait soignée après le sauvetage, et du docteur Jennifer Walsh, la thérapeute spécialisée en traumatologie qui l'accompagnait depuis des mois. Les deux médecins ont expliqué comment un isolement prolongé et une contention physique pouvaient causer des dommages psychologiques durables à un adolescent en développement. L'accusé n'avait pas simplement enfermé cet enfant pour la faire taire. Le docteur Walsh a expliqué au jury qu'elle avait systématiquement anéanti son estime de soi et son espoir d'être sauvé. Cette torture visait à s'assurer que l'enfant serait trop traumatisé psychologiquement pour témoigner efficacement contre elle. Lorsqu'est venu le temps pour Anne Insley de témoigner, le juge Harrison l'a autorisé à comparaître par vidéosurveillance depuis une salle privée en présence de conseillers spécialisés en traumatologie. Cet arrangement la protégeait de l'intimidation d'une confrontation avec son agresseur en audience publique, tout en permettant au jury d'évaluer sa crédibilité et son comportement. Le témoignage d'Anne Insley était bouleversant par sa clarté et son sang-froid. Parlant d'une voix posée, ne trahissant ni incertitude ni confusion, elle a décrit le matin où elle a suivi ses parents sur le sentier de randonnée et a vu sa belle-mère commettre un meurtre. Elle s'est placée derrière lui alors qu'il hurlait à propos des papiers du divorce et des modalités de garde. Anne Insley a témoigné, ses paroles captées par des microphones et diffusées dans toute la salle d'audience silencieuse. Elle a ramassé une pierre de la taille d'un ballon de football et l'a frappé à l'arrière de la tête. Il tomba en avant et tenta de se rattraper, mais elle le poussa par-dessus bord alors qu'il essayait encore de retrouver son équilibre. L'avocat de la défense, Robert Shinn, tenta de déformer sa version des faits lors du contre-interrogatoire, suggérant que le chagrin et des mois d'isolement avaient pu altérer ses souvenirs de ce qui s'était réellement passé. Mais Anne Insley ne vacilla jamais, ne se contredit jamais, ne perdit jamais son sang-froid sous les interrogatoires. « Je sais ce que j'ai vu », dit-elle en regardant droit dans la caméra qui la reliait à la salle d'audience. « Je connais la différence entre un accident et un meurtre. Ce que j'ai vu, c'était un meurtre. » La compagnie d'assurance témoigna que Savina avait appelé au sujet du versement de l'indemnité 2 jours seulement après le décès de Thorne, posant des questions précises sur les indemnités en cas de décès accidentel et la rapidité de traitement des demandes d'indemnisation. Des employés de banque décrivirent son comportement lors du versement de l'argent de l'assurance, nerveuse, agitée, posant des questions sur les virements offshore et les comptes anonymes. Le médecin légiste expliqua la différence entre les blessures dues à une chute accidentelle et les blessures par agression délibérée à l'aide de photographies de schémas qui mirent visiblement le jury mal à l'aise. Marcus Webb, lui-même poursuivi pour des faits criminels, a témoigné contre Savina en échange d'une réduction de peine. Il a décrit leur liaison,
Ses plaintes concernant le comportement autoritaire de son mari et ses allusions à son désir de liberté pour commencer une nouvelle vie. Elle a affirmé que Thorne menaçait de la priver de ses ressources financières. Webb a témoigné. Elle a affirmé qu'elle devait trouver un moyen d'assurer son avenir avant qu'il ne puisse modifier son testament. La défense a monté un dossier fragile, basé sur des témoins de moralité et affirmant que Savina était une mère aimante qui ne ferait jamais de mal à ses enfants. Mais les photographies de l'état d'Annesley dans le hangar ont été plus éloquentes que toute référence à sa moralité. Les plaidoiries finales ont duré 2 jours. Le procureur a rappelé au jury qu'un meurtre était un meurtre, quels que soient les liens familiaux ou les motivations financières. L'avocat de la défense a plaidé désespérément le doute raisonnable, suggérant que des enfants en deuil auraient pu mal interpréter des actes innocents. Le jury a délibéré pendant moins de 6 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation. Le visage de Savina est